Breaking Bad News. Toute la matière qui nous entoure, les objets comme les êtres vivants, sont constitués de minuscules briques, les atomes. Si tu prends ma casquette par exemple, et que tu zoomes dessus, mais en mode super maxi zoom, tu verras des milliards d'atomes côte à côte. Et comme il existe différents types de matière, genre l'oxygène, le carbone ou le fer, il y a différents types d'atomes. Tu connais le tableau périodique? C'est ce tableau qui liste tous les atomes découverts par les chercheurs. Et bien le dernier porte le nom du scientifique qui l'a découvert. Moi aussi je veux mon place dans le tableau périodique. Donc pour ça, je vais créer mon propre atome. Et tu vas voir, c'est pas sorcier. En fait, un atome, c'est des électrons qui tournent autour d'un noyau composé de neutrons et de protons. L'hydrogène, par exemple, n'a qu'un proton qui est tout seul dans son noyau. L'aluminium, lui, compte 13 protons dans son noyau, alors que le platine en compte 78. Mais franchement, trop la flemme de te le montrer. Surtout que ça va loin. L'atome le plus protoné n'existe pas naturellement sur Terre. En tant qu'apprenti chercheur, avoir un atome qui porte mon nom, c'est le genre de spécial dédicace qui me fait rêver. Donc l'atome à 119 protons, il est pour moi. Je vais créer le Drupixium. Pour créer mon atome lourd de Drupixium, je vais utiliser une technique super simple. Je vais prendre deux noyaux d'atomes qui existent déjà sur Terre et les faire fusionner. Pour avoir mon noyau de Drupixium, il me faut 119 protons. Du coup, je peux mixer un petit noyau, genre celui du cobalt avec ses 27 protons, avec un gros noyau de 92 protons, comme celui de l'uranium. Et paf, ça me fait du Drupixium. C'est ça, une fusion nucléaire. Bon, je dirais que tu peux faire ça dans 4 ou 5 laboratoires dans le monde. Tu peux faire ça en Allemagne, dans la banlieue de Tokyo, à 2 heures de Moscou. Y a rien de plus près? Ah bah si, tu peux venir ici à Caen. Tu peux faire ça auprès de Spiral 2, qui est une installation du Ganil. Pour commencer, je vais devoir mettre mon cobalt dans un état qui permet de titiller ces petits noyaux. Bah, ça doit être simple. À mon avis, le plus chaud, ça va être de trouver du cobalt. J'ai pas trop galéré à trouver du cobalt. Si ça t'intéresse, c'est à 27 balles le kilo sur internet. Maintenant, qu'est-ce que je vais devoir en faire pour pouvoir titiller ces noyaux d'atomes et pouvoir le balancer? Est-ce que je vais devoir le faire fondre et le faire vachement chauffer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a un peu de ça, hein. L'idée c'est d'envoyer du cobalt sur de l'uranium. D'accord? Donc il faut manipuler des atomes de cobalt. Ouais. Et comme c'est électriquement neutre, tu peux pas en faire grand-chose du cobalt. Donc il va d'abord falloir arracher des électrons aux atomes de cobalt. On a des salles dédiées dans lesquelles on va faire ça, et on fait ça au moyen de ce qu'on appelle des sources d'ions, qui vont donc transformer des atomes en ions. Donc on va faire une sorte de vapeur de cobalt? En quelque sorte, ouais, on pourrait dire ça. Ensuite, c'est comme avec mes billes. Je vais devoir envoyer le projectile avec la vitesse idéale. Si je manque de force, je touche pas ma cible, c'est la honte. Si je tire trop fort, j'éclate tout, je passe pour un bourrin. Faut absolument que je trouve la bonne vitesse. La bonne vitesse, pour les ondes cobalt, ça va être de l'ordre de 30 000 km par seconde. 30 000 km/s. Ouais, un dixième de la vitesse de la lumière. Ok. Cette accélération-là, au niveau de Spiral 2, ça se passe dans quelle salle Donc ça va se faire au moyen de l'accélérateur linéaire de Spiral 2, qui est un objet qui est grosso modo de l'ordre de 30 à 40 mètres de long. 40 mètres de long, 9 mètres sous terre. Absolument. Ensuite, je dois réussir à toucher ma cible. Je dois aussi la mettre dans de bonnes conditions pour pouvoir toucher mes noyaux cibles d'uranium. Comment ça va se passer pour l'uranium? Est-ce qu'il faut encore que je le vaporise pour pouvoir titiller ces noyaux? Non, pour le coup, l'uranium, il va se présenter, donc la cible d'uranium, elle va simplement se présenter sous la forme d'une feuille métallique. Ça ressemble à quoi? Alors, justement, j'en ai là quelques-unes, donc ça ressemble typiquement à ça. Donc là, ce que tu vois, c'est un support sur lequel on a collé des feuilles très minces d'un matériau qui là se trouve être de l'aluminium. Donc c'est typiquement à ça que la cible va ressembler. Et du coup, la cible, elle va être posée où par rapport à l'accélérateur, par rapport à tout ça? Donc dans l'ordre, on va d'abord ioniser les atomes de cobalt, les accélérer au moyen de l'accélérateur, et ça va bombarder la cible qui va être située sur un cadre et sur laquelle vont venir taper les ions de cobalt qu'on a accélérés. Une fois que mon noyau de Drupixium sera formé, il va falloir que je le récupère ou au moins que je le détecte. Une fois que j'aurai réussi à faire fusionner mes deux noyaux parfaitement, va quand même bien falloir que j'arrive à le récupérer, à le détecter. Avec quelle machine je vais faire ça?
Donc tu vas faire ça avec ce qu'on appelle un séparateur d'ions, parce que ce qu'il ne faut pas que tu perdes de vue, c'est que tous les ions de cobalt ne vont pas d'abord rencontrer des atomes d'uranium, et ils ne vont pas forcément fusionner ensemble complètement pour fabriquer du dropyxium. Ouais. Il y a beaucoup plus de chances que tu fabriques autre chose. Donc il nous faut un équipement qui va nous permettre de faire le tri dans tout ce qui va se produire dans ces réactions-là. Et c'est seulement en utilisant un équipement comme celui-là, qu'on appelle un séparateur d'ions, que tu vas pouvoir récupérer ton dropyxium. Et du coup, le vôtre, il s'appelle comment? Alors ce séparateur-là, auprès de Spiral 2, comme ça va vraiment être très compliqué d'aller chercher ton dropyxium parmi l'ensemble de tout ce que l'on va fabriquer dans ces réactions, eh bien c'est un super séparateur spectromètre, S à la puissance cube, c'est un équipement qu'on appelle S-Cube. Je crois qu'il n'est pas encore prêt. Non, il est en cours d'installation, donc il devrait être opérationnel dans 1 an, dans 2 ans, par là. Il faudra revenir. Une fois que j'aurai réussi du coup à bien faire fusionner mes noyaux, ensuite pouvoir les détecter grâce au fameux S-Cube, qu'est-ce que je vais avoir sur les ordis? Qu'est-ce que je vais montrer à mes collègues? Quelles données je vais leur montrer pour leur dire « Hé les gars, j'ai géré mon coup ». Alors, c'est peut-être la partie un peu la plus compliquée de toute cette histoire-là, c'est que d'abord, ce que tu vas fabriquer, ton dropyxium, il va avoir une durée de vie extrêmement courte. C'est un noyau qui est radioactif, il va vivre en moyenne 1 millième de seconde, donc malheureusement, tu ne pourras pas le récupérer, le ramener chez toi et le montrer aux copains. Ce que tu vas pouvoir faire en revanche, c'est juste après l'avoir séparé au moyen de ce séparateur d'ions, on va l'arrêter quelque part, on va mettre une batterie de détecteurs autour, et c'est eux qui vont déterminer que tu l'as fabriqué. Et comment ils vont faire? Eh bien, ils vont observer la manière dont il se désintègre. D'accord. Et du coup, ça va ressembler à quoi au final sur l'ordi? Enfin, Donc, c'est quoi? Que tu vas quand même pouvoir montrer à tes copains, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Donc, c'est ce qu'on appelle un spectre de particules alpha. Des pics. Une série de pics, chaque pic étant représentatif d'un des modes de désintégration, de décroissance de ton dropyxium. Là c'est cool, avec mes billes, j'arrive à faire fusionner mes noyaux 1 fois sur 2. Mais un noyau d'atome, c'est bien plus petit que cette bille. Imagine que cette bille fasse vraiment la taille d'un noyau d'atome, et bien l'atome entier ferait la taille de la grande pyramide de Khéops. Je suis qu'à 4 étapes de créer mon dropyxium. Franchement, bien visé, fort ou pas, minuscule ou infiniment petit, je pense que ça devrait pas me prendre plus de quelques semaines. Donc en vérité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Ce qui va fusionner, ce sont les noyaux d'un ion de cobalt avec les noyaux d'un atome d'uranium. Or le noyau, c'est 100 000 fois plus petit que l'atome. Okay. Donc déjà, la probabilité qu'un noyau de cobalt rencontre un noyau d'uranium, c'est grosso modo une chance sur 1 milliard. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il suffit pas qu'ils se rencontrent. Ce que tu veux toi, c'est qu'ils fusionnent complètement pour fabriquer du dropyxium. Or, ça, la probabilité que ça se passe comme ça, c'est encore moins d'une chance sur 1 milliard. Donc au final, tu as une chance sur 1 milliard de milliards que dans une telle collision, tu arrives à fabriquer ton dropyxium. Donc si je comprends bien, va falloir que je fasse mon essai 1 milliard de fois pour espérer créer un seul noyau de dropyxium. Absolument. Et c'est bien pourquoi, sur Spiral 2, ce faisceau d'ions de cobalt, ce sont près de 10 000 milliards d'ions de cobalt qu'on va envoyer chaque seconde sur la cible d'uranium. Les chercheurs ont réussi à créer pas loin de 30 nouveaux atomes qui n'existent pas naturellement sur Terre. Et ça leur a donné autant d'occasions de leur donner des noms super funky. Pour rien te cacher, JC, si moi je veux créer du dropyxium, c'est parce que je trouve qu'avoir son nom dans le tableau périodique, c'est bien trop swag. Cool. Maintenant, je suis pas sûr que les chercheurs le fassent pour ça. Concrètement, à quoi ça sert aux chercheurs de créer des atomes toujours plus lourds et encore plus étonnants, des atomes qui existent même pas sur Terre, quoi. Donc déjà, l'idée de base, c'est qu'un physicien nucléaire s'intéresse à la manière dont un noyau fonctionne. Comment fonctionne cet objet-là? Pourquoi? Eh bien parce qu'on est constitué d'atomes, donc de noyaux d'atomes. Notre univers est constitué de ces objets-là. Donc c'est vraiment de la recherche fondamentale. On cherche à comprendre comment ça fonctionne. Tu l'auras compris, je vais passer pas mal de temps dans cet endroit ultra sécurisé. Et J sait m'expliquer que le Ganil ne sert pas uniquement qu'à créer des nouveaux noyaux d'atomes toujours plus lourds. Avec son accélérateur hyper puissant, en tirant trop fort mes projectiles, je pourrais faire éclater mes noyaux cibles. Et ça, c'est le principe de fission nucléaire, comme dans les bombes nucléaires. Je pourrais aussi perfectionner la technique d'hadron-thérapie. En fait, ça consiste à tirer des projectiles sur des cellules cancéreuses pour les détruire. En attendant que l'accélérateur Spiral 2 soit totalement terminé d'être construit, c'est-à-dire dans à peu près 2 ans, j'ai déjà d'autres projets en tête. Parce que bon, avoir un atome qui porte son nom, c'est pas mal, mais clairement ça me suffit pas. J'ai entendu dire que les astronomes découvraient une planète tous les jours. Je kifferais trop avoir une planète à mon nom. Au fait, tu vois c'est quoi le système solaire ?